a 78 ans, le plus grand cuirassé allemand construit jusqu'alors entamait son premier et dernier voyage. La mission ne durerait que 2 semaines, mais elle ferait entrer le navire dans l'histoire comme l'un des noms les plus célèbres des navires de guerre ayant jamais navigué. Bien sûr, cela allait aussi déclencher des générations de débats féroces dans des articles universitaires et en ligne sur pratiquement chaque détail du navire, de son équipage, de sa mission et de ses adversaires. Eh bien, aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de l'opération Rhin, le dernier voyage du cuirassé Bismarck. Et je dis nous pour une bonne raison, car aujourd'hui nous allons raconter l'histoire d'une manière un peu différente, à la fois histoire et rapport de bataille, raconté par deux personnes. Il y a 78 ans, nous aurions pu être dans des camps opposés, à nous lancer des obus au-dessus des eaux glacées de l'Atlantique. Mais aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour vous présenter la partie principale d'une série de vidéos liées à ce chapitre très important de l'histoire navale. Il est donc grand temps d'accueillir mon co-animateur pour cette première vidéo, Napalm Ratter. Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Napelrad et je suis un joueur ainsi qu'un YouTuber originaire de Bavière. La bonne bière est produite dans le sud de l'Allemagne. Parmi les premières histoires de la Seconde Guerre mondiale que j'ai entendues, enfant figurait le voyage du Bismarck. Quelle histoire fascinante c'était, et ça l'est toujours. Et aussi, quel nom, Bismarck. Non seulement le nom du chancelier de fer, mais aussi celui de ce navire qui a osé affronter les Britanniques et a failli s'en sortir. Presque. Plus je lisais sur le navire, et plus je voyais à la télévision et sur Internet, plus je réalisais que l'histoire du Bismarck était plus grande. Plusieurs aspects d'un documentaire ou livre n'étaient pas repris dans le suivant. Toute l'histoire et plus de détails restaient à rassembler. Des années après, War Thunder et World of Warships ont ravivé mon intérêt pour ce sujet. Je suis allé sur Internet et j'ai découvert la chaîne YouTube de Drakinifel. Je l'ai convaincu de faire une vidéo ensemble sur ce sujet. Une rencontre divine. Un Britannique et un Allemand font une vidéo ensemble sur l'une des batailles et des poursuites les plus célèbres de l'histoire navale. Découvrons maintenant ce qui est vrai, faux et quelle propagande persiste depuis des décennies. Commençons par un peu de contexte. Les Allemands savaient que le Royaume-Uni dépendait des importations, banales ou liées à la guerre, pour son approvisionnement. Les deux guerres mondiales ont vu des tentatives pour briser ces chaînes d'approvisionnement et forcer l'Empire britannique à quitter la guerre. Les Britanniques, également conscients de ce risque, avaient redéveloppé le système de convoi durant la Première Guerre mondiale et fait d'importants progrès en lutte anti-sous-marine. Pendant l'entre-deux-guerres, L'amiral de Nitz voulait des centaines de sous-marins pour cette mission, mais en avait beaucoup moins au début de la guerre. La plupart étaient des sous-marins côtiers incapables d'opérer dans l'Atlantique profond. Malgré la construction accrue de U-Boot, leur destruction augmentait aussi rapidement. Ainsi, la Kriegsmarine a dû essayer d'infliger davantage de dégâts à la marine marchande alliée en utilisant d'autres moyens à sa disposition. Des navires marchands déguisés, appelés Hilskers, des croiseurs lourds, des Panzerschiff et les deux cuirassés Scharnhorst et Gneisenau avaient tous été déployés à cette fin avec des niveaux de succès variables. l'un des principaux problèmes auxquels les raiders allemands étaient confrontés était que la Royal Navy était nettement plus grande que ses adversaires. Alors que les Allemands devaient réfléchir à l'utilisation qu'ils allaient en faire de leurs rares cuirassés, les Britanniques utilisaient leurs vieux cuirassés comme escorteurs de convois, réservant les modèles modernes au théâtre d'opération. Cela a été un moyen très efficace contre les raiders de surface, car même un vieux cuirassé de classe Revenge ou Queen Elizabeth restait supérieur à tout ce que les Allemands avaient envoyé jusqu'à présent s'il s'agissait d'un duel d'artillerie. Même les deux Scharnhorst avaient évité d'affronter un tel navire. Et même s'il était possible qu'ils aient pu gagner une bataille contre un vieux cuirassé de classe Revenge, les dégâts subis auraient presque certainement entraîné la perte de l'un ou des deux navires, soit lors du combat, soit peu après à cause d'attaques ultérieures, et le convoi aurait très probablement réussi à s'échapper. Cependant, la Kriegsmarine avait désormais un nouvel atout dans sa manche. Le nouveau Schlachtschiff Bismarck, bien plus grand et rapide que les anciens cuirassés britanniques. Il possédait les radars allemands les plus récents, des systèmes de tir et de nouveaux canons de 380 mm à rechargement rapide. Quand cela fonctionnait,
Un tel navire pouvait affronter en toute confiance presque n'importe quelle escorte de convoi qu'il était susceptible de rencontrer, surtout lorsqu'il opérait aux côtés d'autres bâtiments dans une petite escadre. Au départ, le plan était de naviguer en compagnie d'un ou deux croiseurs lourds de classe Hyper, ainsi que du Scharnhorst et du Gneisenau. Le navire jumeau du Bismarck, le Tirpitz, était encore en phase de construction finale, donc mettre ce navire en service prendrait trop de temps. Mais des frappes aériennes britanniques avaient endommagé les deux plus petits cuirassés allemands alors qu'ils étaient ancrés sur la côte ouest française, ne laissant que le Bismarck et le Prinz Eugen disponibles pour les opérations. Plusieurs croiseurs légers sont aussi prêts au combat. Les classes Königsberg et Nuremberg manquaient d'autonomie et de navigabilité pour être utiles lors d'opérations prolongées dans l'Atlantique. Bien que le Bismarck représentât un atout de combat particulièrement puissant, l'objectif principal était la guerre économique et non la destruction de cibles militaires. Ainsi, bien que sa participation permette de lancer des attaques contre n'importe quel convoi rencontré, cela restait secondaire. Les ordres donnés à l'amiral Günther Lütjens étaient très clairs, stipulant: l'objectif du Bismarck n'est pas de vaincre des ennemis de force égale, mais de les retenir dans une action de retardement, tout en préservant au maximum sa capacité de combat afin de permettre au Prinz Eugen d'atteindre les navires marchands du convoi. Et la cible principale de cette opération, ce sont les navires marchands ennemis. Les navires de guerre ennemis ne seront engagés que si cet objectif l'exige et seulement si cela peut être fait sans risque excessif. Comme pour l'expédition du Graf Spee au début de la guerre, des navires de ravitaillement avec provisions et carburant ont été envoyés à l'avance. Alors que la mission précédente n'avait principalement eu besoin que de l'Altmark, deux navires plus grands nécessiteraient plusieurs stocks de ravitaillement. Lütjens avait demandé un report car le Gneisenau subissait de longues réparations après une attaque à la torpille aérienne. Mais le Scharnhorst pourrait être prêt bientôt et ce report permettrait aussi de finir l'entraînement de l'équipage du Tirpitz. Ce navire devait les rejoindre en mer car il était bloqué à l'autre bout de la Manche. Cependant, ces demandes furent refusées malgré un certain degré de logique tactique. Cela visait à éviter une longue pause des opérations allemandes, permettant sinon aux Britanniques d'accumuler des réserves via des convois menacés seulement par les U-boots. Mais il y avait aussi des considérations politiques. Le haut commandement de la Kriegsmarine était au courant de la future opération Barbarossa et de l'invasion terrestre de la Russie, ce qui n'est pas vraiment un domaine où une flotte peut jouer un rôle majeur. Même les bombardements côtiers seraient exclus une fois la côte baltique sécurisée. Cette aventure allait assurément accroître la demande de financement pour la Wehrmacht et la Luftwaffe. Un grand succès opérationnel renforcerait le prestige de la Kriegsmarine, lui permettant de défendre la plupart ou la totalité de son financement actuel. Le timing avait aussi une autre importance. Dans les hautes latitudes de l'Atlantique Nord, les effets des saisons étaient beaucoup plus marqués. Naviguer plus tôt dans l'année impliquait plus d'heures d'obscurité et de mauvais temps, pouvant masquer tout navire allemand à la détection visuelle. À cette époque, tous les navires britanniques n'étaient pas équipés de radars de recherche fonctionnels et très peu d'avions en étaient dotés. En revanche, naviguer pendant les derniers mois d'été pouvait exposer tout navire ennemi à être repéré par quiconque avait une bonne vue, car dans les hautes latitudes nord, il y avait entre 18 et 20 heures de lumière du jour chaque jour. Pour faire face à la menace des navires de guerre allemands, les Britanniques disposaient des cuirassés de la flotte nationale à Scapa Flow, même si ce n'était pas la douzaine de cuirassés de la Première Guerre mondiale. Cette force était généralement maintenue à 3 ou 4 navires de ligne, avec des bâtiments qui entraient et sortaient pour d'autres missions. En mai 1941, la flotte nationale était un peu plus faible que la moyenne, composée des cuirassés King George V, prince de Galles, du croiseur de bataille Hood et du porte-avions Victorious. Sur le papier, il s'agissait d'une force puissante, mais le prince de Galles et dans une moindre mesure le Victorious venaient tout juste de sortir des chantiers navals. Et le Hood, même restauré, était à bout de souffle. Négligé pour une refonte majeure, il dut attendre sa reconstruction à cause de son rôle de navire amiral durant l'entre-deux-guerres. Il avançait dernièrement avec des moteurs usés, des réparations rapides, une turbine changée et beaucoup d'espoir. Plus au sud, Gibraltar pouvait envoyer la force H, les navires concernés étant le croiseur de bataille Renown et le porte-avions Ark Royal. En Atlantique, lors de missions variées, surtout l'escorte de convoi, se trouvaient les anciens cuirassés Revenge et Ramille,
plus récent et nettement plus puissant. Rodney, récemment relevé de ses fonctions au sein de la Home Fleet par le Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse. Ces navires, ainsi que les patrouilles aériennes, les croiseurs et les destroyers, étaient responsables de 11 convois à venir, dont un convoi de troupes lourdement chargées. Le 5 mai 1941, Hitler est venu à Gotenhaven inspecter le Bismarck, le Tirpitz et discuter avec Lütjen de la mission. Moins de 2 semaines plus tard, Lütjen a indiqué que le Bismarck et le prince Eugène étaient prêts et la mission a été lancée le 19 mai. Par rapport à son équipage habituel, le Bismarck a appareillé avec plus de 100 hommes supplémentaires, dont environ 40% étaient le personnel de l'amiral et le reste des marins supplémentaires, en prévision de la nécessité d'armer les navires de transport capturés pendant l'opération. Tôt le matin, elle a retrouvé le Prince Eugen et une petite escorte de destroyers et de dragueurs de mines, ainsi qu'une couverture aérienne de la Luftwaffe. Une fois bien en mer, le capitaine Lindman informa l'équipage du navire par haut-parleur de ce qu'ils allaient réellement tenter d'accomplir. Les forces suédoises repérèrent rapidement les Allemands, des avions suédois ainsi que le croiseur Gotland rencontrant séparément la formation allemande et en faisant rapport à leur quartier général. Alors que le haut commandement de la Kriegsmarine ne s'inquiétait pas de ces incidents, les officiers commandants à bord du Bismarck pensaient que le secret avait été perdu et ils avaient raison. Le rapport suédois arriva mystérieusement dans le courrier de l'attaché naval britannique en Suède, qui en informa alors l'amirauté. Les décrypteurs de Bletchley Park annonçaient aussi un raid imminent dans l'Atlantique. Ayant déchiffré des rapports montrant que le Bismarck et le prince Eugène avaient embarqué des équipages de prise et demandé des cartes supplémentaires. Ainsi, 2 avions de reconnaissance Spitfire ont été envoyés sur la côte norvégienne pour repérer les navires allemands. La reconnaissance aérienne allemande montra que la Home Fleet était à l'ancre, convainquant beaucoup que les Britanniques ignoraient l'opération. Ce soir-là, la formation atteignit la côte norvégienne et seuls le Bismarck, le prince Eugen et les 3 destroyers continuèrent leur route. Le 21, ils virent des avions de reconnaissance au-dessus d'eux. Sans chasseurs pour les protéger, ils ne purent rien contre ces avions en altitude et commencèrent à repeindre le navire. Ils passèrent d'un camouflage baltique plus varié à un gris plus standard, mieux adapté aux opérations dans l'Atlantique. Cela devait évidemment être fait à l'ancre, et ils réussirent donc à obtenir la couverture de 2 chasseurs de la Luftwaffe contre les attaques aériennes. Mais un autre Spitfire de reconnaissance réussit à passer juste au-dessus d'eux à 26 000 pieds et prit des photos de bonne qualité. Munie de ces informations, la flotte nationale fut préparée. L'amiral Tovey ordonna au His Majesty's Ship Hood et au His Majesty's Ship Prince of Wales de renforcer la paire de croiseurs patrouillant dans le détroit du Danemark. Le reste de la flotte nationale, y compris le King George V et le V Victorious, fut placé en état d'alerte maximale et une attaque aérienne fut lancée par la Royal Air Force. Cependant, ils ne trouvèrent que du brouillard et des nuages. Il semble étrange que Tovey ait envoyé en premier un navire usé et un tout nouveau navire, au lieu du V Victorious, plus opérationnel, et du King George V, entièrement opérationnel. D'un autre côté, le King George V était le navire amiral et Tovey voulait probablement rester aussi proche que possible des dernières informations. Il devait aussi rassembler les croiseurs et destroyers restants de la Home Fleet. Il est intéressant de se demander ce qui serait arrivé si le King George V et le V Victorious avaient été envoyés à la place ou avec le Hood et le Prince of Wales. Ce n'est pas ce qui s'est passé, donc poursuivons avec l'histoire réelle. Sachant que sa batterie principale était encore en cours de réparation et pouvait très bien tomber en panne, le capitaine Leach du Prince of Wales a veillé à ce que les experts civils tentant de résoudre les problèmes restent à bord. Un élément qui s'est révélé vital comme l'ont montré les événements. En Norvège, le prince Eugène a fait le plein de carburant, mais le Bismarck ne l'a pas fait, bien qu'il lui manquait maintenant 1200 tonnes pour une charge complète de carburant. Encore une fois, comme les événements allaient le montrer, cela s'avérerait être une décision importante. Au matin du 22, les navires reprenaient la mer, les destroyers retournant à leur base et les 2 plus grands partant vers le nord. À midi, ils virèrent à l'ouest pour entrer dans le détroit du Danemark. Au-delà, l'Atlantique et de nombreux convois riches et attractifs s'étendaient. Aux premières heures du 23, le Bismarck et le prince Eugen augmentèrent leur vitesse à 27 nœuds. Ils dépassaient maintenant les limites de vitesse urbaine pour rejoindre rapidement l'océan. Ils activèrent le radar en écoutant simultanément les balayages du radar de surface britannique.
La brume et le brouillard limitèrent la visibilité à moins de 4 kilomètres quand ils ont aperçu de la glace flotter autour d'eux, ne souhaitant pas entrer dans l'histoire comme une version particulièrement lourdement armée du Titanic. La vitesse a été réduite à 24 nœuds et les navires ont commencé à manœuvrer pour éviter le pire de la glace. Vers l'heure du dîner, ils ont remarqué que le His Majesty's Ship Suffolk, un croiseur lourd de classe Conti, s'était rapproché à moins de 14 000 yards. Comme il apparaissait à la fois sur les systèmes radar et hydrophone, le Prince Eugen a signalé qu'il avait également intercepté du trafic radio. Le Suffolk signalait leur position. Le Suffolk, réalisant ses faibles chances, s'est vite replié hors de portée des canons et a commencé à suivre ses cibles. Quelques heures plus tard, son navire jumeau, le His Majesty's Ship Norfolk, l'a rejoint et s'est approché. Trop près, car le Bismarck a tiré, et après plusieurs salves qui ont aspergé le Norfolk d'eau et d'éclats, le navire a disparu dans le brouillard après avoir posé une fumée signalant l'engagement à l'amirauté. Un autre petit mais essentiel élément du puzzle s'est mis en place. Comme le rapportait le Norfolk, le Bismarck menait le prince Eugène. C'était exact. Mais après que les tirs se sont tus, on a découvert que la déflagration des propres canons du Bismarck avait mis hors service son principal radar avant. Ainsi, le prince Eugène a été chargé de mener la tête grâce à son radar opérationnel. Au fil de la nuit, le Suffolk a détecté la formation allemande, qui faisait demi-tour et se dirigeait vers eux. Sans radar, les Allemands seraient sortis d'une averse à bout portant. Mais grâce à leur radar, le Suffolk et le Norfolk ont pu prendre à temps les mesures d'évitement appropriées pour éviter d'être à nouveau bombardés. Ils restaient agaçants derrière les Allemands, transmettant par radio leur position, cap et vitesse à quiconque écoutait. Conscient des faiblesses de la protection blindée du Hood, l'amiral Tovey a envisagé d'ordonner au Prince of Wales de passer devant le Hood. L'idée était que le Prince of Wales, mieux protégé, attire le feu allemand, surtout du Bismarck, qu'il croyait toujours en tête. Mais Tovey a conclu que diriger à distance un autre officier supérieur depuis Scapa Flow n'était pas justifié, et il a donc laissé Holland prendre ses propres décisions tactiques. Le plan du vice-amiral Holland à bord du Hood était plutôt bien pensé. Le Hood et le Prince of Wales devaient viser le Bismarck, tandis que le Suffolk et le Norfolk s'occuperaient du Prince Eugène, supposant que le Bismarck dirigeait. Bien qu'il ait informé le Prince of Wales du plan, il n'en a rien dit au Suffolk et au Norfolk, de peur que les signaux ne soient interceptés et que l'effet de surprise ne soit gâché. Aussi loin au nord, le soleil ne se couchait que très tard, et il espérait s'approcher dans l'obscurité, avec les navires allemands se découpant sur le soleil couchant. La même situation, l'amiral Spey avait imposé cela à Cradock au début de la Première Guerre mondiale, mais à l'inverse. Une telle attaque surprise permettrait aux navires de guerre britanniques de s'approcher avant de tirer. Cela atténuerait certaines craintes concernant le blindage du Hood et permettrait, espérons-le, une bordée d'ouverture dévastatrice. Malheureusement, le Suffolk a temporairement perdu le contact avec la flotte allemande. Faute de données précises sur la vitesse et la trajectoire, le Hood et le Prince de Galles ont dû faire demi-tour et détacher leurs destroyers pour lancer une recherche. Le vice-amiral Holland avait vu juste. Les deux forces étaient en trajectoire de collision. Seule la faible visibilité empêchait les deux camps de se repérer dans la pénombre. Les navires allemands modifièrent leur cap tôt le matin après avoir repéré de la glace, ce qui les ramena hors de portée. Juste avant 03h00, le Suffolk reprit contact avec le Bismarck, Holland calculant rapidement que ses forces se trouvaient désormais à environ 35 milles de distance. Leur nouvelle position signifiait que l'angle de rapprochement était beaucoup plus large et que la vitesse de rapprochement serait donc plus lente. Les navires accélérèrent à 28 nœuds et foncèrent vers leur cible. Le matin du 24 mai, quand le temps s'est éclairci, les opérateurs allemands d'hydrophone ont perçu de nouveaux sons. De puissants moteurs à turbines, à environ 20 milles nautiques, se rapprochant rapidement du sud-est. Peu après, de la fumée est apparue à l'horizon, laissant distinguer dans la brume matinale les silhouettes du His Majesty's Ship Hood et du His Majesty's Ship Prince of Wales, commandés par le vice-amiral Holland. À bord du Bismarck, l'amiral Lutyens ordonna à l'équipage de se rendre au poste de combat et les 4 tourelles principales commencèrent à pivoter vers bâbord. La bataille du détroit du Danemark était sur le point de commencer. 05h35, le 24 mai 1009,
141. Les vigies du His Majesty's Ship Prince of Wales voient les navires allemands à 15 milles nautiques. Holland a trois options: rejoindre le Norfolk et le Suffolk pour suivre le Bismarck, rester en position jusqu'à l'arrivée de Tovey avec le King George V, le 5 Victorious et ses escortes, et les destroyers que le Hood et le Prince of Wales avaient détachés plus tôt ou attaqués immédiatement. Après quelques minutes à évaluer les options, il prend sa décision. La mer est trop agitée pour que les destroyers interviennent, et le Norfolk et le Suffolk sont trop loin pour arriver à temps. Il ordonne donc à ses navires de commencer à se rapprocher pour l'action. 05h52. À environ 26 500 yards, le Hood ouvre le feu. Toujours selon les renseignements précédents, le navire amiral de Hollande attaque le navire de tête, croyant que c'est le Bismarck. En fait, c'est le Prince Eugen. Le His Majesty's Ship Prince of Wales affronte déjà le Bismarck. Après quelques minutes, Hollande réalisera son erreur et réorientera aussi ses tirs vers le Bismarck. Mais des minutes et des salves précieuses sont déjà perdues, et la solution de contrôle de tir devra être recalculée une fois l'erreur constatée. Le blindage de pont du Hood étant insuffisant pour un combat à longue distance, il veut donc réduire cette distance. Mais avec l'angle défavorable dû à son arrivée tardive, l'angle d'approche fait que les deux tourelles arrière du Hood et la tourelle quadruple arrière du Prince of Wales ne peuvent pas être utilisées. À mesure que les navires se rapprochent, ne laissant aux Britanniques qu'un avantage de 2 canons en armes de calibre cuirassé, cet avantage est réduit de moitié lorsqu'un des canons de 14 pouces cesse de fonctionner après la première salve. Le Suffolk et le Norfolk tentent de rattraper, mais la grande vitesse des navires capitaux les laisse hors de portée, et ils se rapprochent à une allure plus lente qu'un pas de marche. La situation est encore compliquée par le fait que les Allemands ont l'avantage du vent. Bien que ce soit un terme qu'on entend plus souvent à l'époque de la voile, le vent, dans ce cas, est suffisamment fort pour que les télémètres des tourelles des navires britanniques sont trempés par les embruns. Donc on doit utiliser ceux, plus petits, placés plus haut sur les navires. 05h53. 24 mai 1941. Le Bismarck accélère à 30 nœuds et se rapproche du Prince Eugen, qui file à 27 nœuds. L'artillerie principale est prête à tirer et le premier officier d'artillerie, Leutner, ainsi que le commandant allemand Korvettenkapitän Adalbert Schneider, demandent l'autorisation d'ouvrir le feu. Mais aucune réponse ne vient. La deuxième salve du Hood tombe près du Prince Eugen, tandis que la deuxième salve du Prince of Wales atterrit près du Bismarck. Légèrement longue et avec seulement 5 obus au lieu de 6, à cause d'une panne dans la tourelle quadruple avant. Leutner Burkhardt von Müllenheim-Regberg, troisième officier d'artillerie et responsable du télémètre arrière du Bismarck, reçoit l'ordre de l'amiral Lutien de garder un œil sur les 2 croiseurs lourds britanniques qui sont à portée visuelle mais hors de portée de tir précise. À 05h54, le Hood est le 20 degrés à bâbord pour permettre à l'arrière du Prince of Wales de tirer. La tourelle quadruple tirait en même temps que les 2 tourelles jumelles arrière de 15 pouces du Hood. Au moment où cet ordre est donné et que les navires commencent à virer, le Hood tire sa 3e salve sur le Prince Eugen et le Prince of Wales tire sa 3e salve sur le Bismarck. Les deux ratent leur cible, mais les obus se rapprochent à chaque fois. 05h55. Sur le Bismarck, Schneider demande la permission de tirer une seconde fois, alors qu'il parle. Une nouvelle salve du Prince of Wales éclate autour du navire, le couvrant d'eau et d'éclats. L'amiral n'a toujours pas autorisé l'ouverture du feu, mais le capitaine Lutyens prend les choses en main. Ich lasse mich doch nicht mein Schiff sur le Mai, Marschwechseln veröffnen. Ou en anglais, je ne vais pas les laisser couler mon navire sous mon derrière, ouvrez le feu. Le prince Eugen aperçoit bientôt un pavillon de signalisation indiquant de cibler le premier navire de la ligne britannique, le Hood, et le capitaine Brinkman informe son propre officier d'artillerie de leur cible. Les 2 navires ouvrent le feu presque en même temps, les tourelles avant tirant quelques secondes avant les tourelles arrière. Ce qui permet aux Allemands de faire 2 séries d'observations par salve, à bord du Prince Eugen où l'on calcule soigneusement la portée à plusieurs reprises depuis quelques minutes. Les obus du Hood se rapprochent, mais les 4 premiers sont trop longs. La seconde salve encadre la cible sans l'atteindre. Toute la première salve du Bismarck est courte et trop en avant.
Pourtant, à 05h55, le Hood tire une quatrième salve sur le prince Eugène. Toujours aucun coup au but, alors que le Prince of Wales tire sa cinquième salve sur le Bismarck. Encore un autre canon se bloque dans la tourelle quadruple avant, ce qui fait qu'il ne reste immédiatement plus que 4 canons disponibles dans les tourelles avant pour la sixième salve. Mais cette salve est la première, des deux côtés, à toucher sa cible. Un obus touche le Bismarck à la proue, traversant complètement le navire avant d'exploser dans la mer. Aucun dégât explosif, mais des conduites de carburant ont été sectionnées et l'impact est suffisamment bas pour que, tandis que l'huile s'écoulait, l'eau s'infiltrait, finissant par ajouter plus de 2000 tonnes d'eau indésirable de l'Atlantique à l'intérieur de la coque. 05h56. Bismarck continue de tirer sur le Hood. La deuxième salve passe derrière, tombant entre les deux navires britanniques, à distance derrière leur ligne. Mais la deuxième salve du Prince Eugene est plus précise. Le premier groupe de 4 obus est court, mais le second touche la cible un seul impact atteint entre la deuxième cheminée et le mât principal. Cet impact aurait enflammé soit des munitions de 10 cm anti-aériennes prêtes à l'emploi, soit des lance-roquettes anti-aériens, ou les deux. Le prince Eugen tire une troisième fois sur le Hood sans l'atteindre. Ted Briggs, sur la plateforme de la boussole du Hood, a signalé. J'ai été projeté au sol, les oreilles bourdonnant comme si j'étais dans la chambre de frappe de Big Ben. Je me suis relevé en pensant que je m'étais complètement couvert de ridicule. Mais tous les autres sur la plateforme Compass se relevaient aussi en hâte. Le commandant Tiny Gregson est sorti presque calmement sur l'aile tribord de la plateforme pour découvrir ce qui s'était passé. À son retour, il nous a dit qu'elle nous avait percutés sur le pont des embarcations et qu'un incendie s'était déclaré dans les coffres de munitions prêtes à l'emploi. Plus près de l'incendie des munitions, le quartier-maître Edward Bishop a demandé à 3 membres du Hood d'aider à éteindre le feu, mais ils ont répondu « Quand ça arrêtera d'exploser, on le fera ». Le Hood tire les salves 5 et 6 avec ses tourelles avant sur le prince Eugène, mais rate encore. Prince of Wales tire les salves 7 et 8 sur le Bismarck, mais les obus passent au-dessus de la cible. Malgré le virage de 20 degrés à bâbord ordonné quelques minutes plus tôt, les deux navires britanniques continuent de tirer uniquement avec les tourelles avant. Le Norfolk et le Suffolk se rapprochent, mais ils sont toujours hors de portée. 05h57. Les deux navires allemands restent focalisés sur le Hood. Le prince Eugen tire les salves 4 et 5, le Bismarck la salve 3. Un obus de chaque navire touche le Hood. L'obus du Bismarck détruit la tour de contrôle de tir du Hood, tuant presque tout le monde à cet endroit. L'obus du prince Eugen touche la superstructure avant. L'explosion survient dans une pièce où se réfugient quelques centaines de marins, principalement des membres des équipes de la batterie antiaérienne, en tuant beaucoup et déclenchant un nouvel incendie. La distance a vite diminué. Les 3 tourelles de 59 pouces, bâbord du Bismarck, tirent sur le prince de Galles, tandis que les 4 tourelles jumelées de 525 pouces, tribord du prince de Galles, visent le Bismarck. Le Hood tire sa 7e salve avec ses 4 canons avant de 15 pouces sur le prince Eugène, pendant que le prince de Galles lance sa 9e salve sur le Bismarck, utilisant sa tourelle arrière et les derniers canons avant. Cette salve marque un autre coup au but sur le cuirassé allemand, sous la ligne de flottaison, explosant contre la cloison anti-torpille et provoquant une nouvelle fuite de carburant. 0558 Admiral Lutyens décide, alors que les tirs continuent sur son navire. Il juge imprudent que le Prince of Wales attaque seul le Bismarck et ordonne au prince Eugène de changer de cap vers l'ennemi à gauche. Le Bismarck tire la salve 4 sur le Hood, qui tombe courte mais bien orientée, tandis que le prince Eugen lance sa 6e et dernière salve sur le Hood, suivi par la salve 7 sur le Prince of Wales. Le Prince of Wales tire les salves 10 et 11 sur le Bismarck. Les deux tombent courts, et après cela, un autre canon tombe en panne. Celui-ci est dans la tourelle arrière, laissant au navire 7 canons opérationnels. Un hydravion Sunderland repère 2 incendies à bord. Hood observe la salve 8 tirée uniquement par ses canons avant. Manquer encore le prince Eugène. Merci. Regardez. 05h59. Le prince Eugen tire 2 autres salves, les 8 et 9 sur le Prince of Wales, mais ne touche pas la cible. Le Prince of Wales tire la salve 12 et la salve 13, marquant un 3e coup au but sur le Bismarck. Elle tombe au centre du navire, sous le grand mât, détruisant l'avant d'une embarcation et endommageant la catapulte servant à lancer les avions de reconnaissance.
Mais sans rencontrer de résistance substantielle à son passage, l'obus traverse et touche la mer au-delà du navire, laissant un trou net dans la coque tribord. Hood tire la salve numéro 10, apparemment la première, utilisant ses 8 canons contre Prince Eugène, mais échoue toujours à la toucher. Un autre signal est donné pour un nouveau virage de 20 degrés, tandis que Norfolk et Suffolk continuent de se rapprocher, avec Norfolk presque à portée du Bismarck. Le vice-amiral Holland ordonne de laisser brûler l'incendie de munitions qui fait rage sur le pont principal du Hood, Ted Briggs rapporte. Le maître principal Khan transmit l'ordre au pont du drapeau, où, étonnamment, quelqu'un semblait encore capable d'obéir aux ordres. 2 drapeaux et une flamme bleue furent hissés en haut de la vergue. Je me suis dit, au moins tout le monde sur le pont du drapeau n'est pas mort. Puis, Bismarck tire la 5e salve en 2 groupes. Les 4 premiers obus tirés par les tourelles Anton et Bruno sont courts, mais la 2e salve, tirée par Celsa et Dora, encadre le Hood au milieu du navire. Il est 6 heures du matin, le 24 mai 1941. Le capitaine Leach, à bord du Prince of Wales, n'est qu'à 750 mètres du Hood et fait son rapport. je regardais le Hood quand une salve est arrivée, semblant toucher le navire près du grand mât. Et je crois qu'il y avait 2 tirs courts et un tir long dans cette salve, mais peut-être l'inverse. Mais j'ai eu l'impression à ce moment-là que quelque chose avait touché le Hood à un endroit juste avant le grand mât et légèrement sur tribord. Ce n'était pas une impression très nette, mais assez claire pour que je regarde le Hood un instant de plus. En fait, je me suis demandé quel allait être le résultat, et entre 1 et 2 secondes après, j'ai eu cette impression. Une explosion s'est produite sur le Hood, qui m'a semblé provenir à peu près du même endroit dans le navire. Il y a eu une montée très violente de flammes en forme d'entonnoir, un entonnoir plutôt mince, et presque instantanément, le navire a été enveloppé de fumée d'un bout à l'autre. Le matelot qualifié Ted Briggs rapporte. En tournant, le Hood a entendu la tourelle X rugir, tandis que la X est restée silencieuse. Un éclair aveuglant a soudainement illuminé l'extérieur de la plateforme de la boussole. Encore une fois, je me suis retrouvé soulevé du sol et projeté la tête la première sur le pont. Cette fois, quand je me suis relevé avec les autres, la scène était différente. Tout était froid et irréel. Le navire, qui avait été un refuge pour moi pendant les 2 dernières années, était soudainement hostile. Bob Tilburn, plus loin dans le navire, a signalé. Un obus est tombé à l'arrière, faisant violemment trembler le navire. J'étais à côté du bouclier du canon, donc j'étais protégé de l'explosion, mais un de mes camarades a été tué et l'autre a eu le flanc ouvert par un éclat. Ça l'a ouvert comme un boucher et toutes ses entrailles sortaient. De retour sur la passerelle, Ted Briggs et l'équipage se relevèrent et il poursuivit son rapport. Après le choc initial, elle s'inclina lentement, presque avec hésitation, sur tribord. Elle s'arrêta après 10 degrés. Quand j'ai entendu la voix du timonier crier dans le tube acoustique à l'officier de quart « La barre ne répond plus, monsieur !» La réponse « Très bien » ne montrait ni animation ni agitation. Aussitôt l'un des officiers a ordonné « Passez à la barre de secours ». Le capot ayant viré sur tribord, aucune inquiétude n'apparaissait sur la plateforme du compas. Holland était revenu à son fauteuil. Il regarda vers l'arrière en direction du prince de Galles, puis il reporta ses jumelles sur le Bismarck. Lentement, le Hood se redressa. « Dieu merci, murmurai-je, avant d'être terrifié par son brusque et effrayant gîte sur bâbord. » Elle continua de rouler, encore et encore, jusqu'à atteindre un angle de 45 degrés. L'explosion brise le navire en 2 et il coule si rapidement que l'aspiration entraîne avec lui tous ceux qui ont réussi à se retrouver dans l'eau. À l'exception de Briggs, Tilburn et de l'aspirant William Dundas, qui sont tous entraînés sous l'eau. Mais une bulle de gaz en expansion, probablement causée par l'effondrement d'un compartiment interne ou l'explosion de l'une des chaudières, les propulse tous les 3 à la surface. Sans ce phénomène chanceux, Hood aurait presque certainement été perdu avec tout son équipage. En l'état, seuls ces 3 hommes survivront, 1415 de leurs compagnons d'équipage sombreront avec le Hood. L'explosion en question était très probablement une combustion très rapide des charges des canons principaux et était presque silencieuse, avec une colonne de feu très haute. Comme pour certaines pertes de croiseurs de bataille à Jutland, d'abord, le feu était très clair, indiquant une chaleur intense, puis jaune, puis rouge,
avant de devenir un champignon gris de fumée sombre et dense. Des débris sont tombés tout autour, alors que l'explosion a brisé le navire en deux parties distinctes autour de la zone du grand mât. De grandes quantités de mazout se sont échappées des réservoirs et ont pris feu en mer. Et alors que le Hood s'inclinait sur bâbord, cela s'est accéléré en une plongée finale dont il ne reviendrait jamais. La coque brisée a fait couler la section arrière en premier, descendant rapidement, suivie de près par la proue, qui a commencé à se redresser vers le haut jusqu'à atteindre un angle d'environ 45 degrés avant d'entamer une dernière plongée sous les vagues. D'une manière ou d'une autre, à la toute fin, le croiseur de bataille a commencé à accélérer vers le bas. Des témoins des deux camps rapportent que les tourelles avant ont tiré une dernière salve de défi avant de disparaître sous l'Atlantique. Ted Briggs raconte. Ma langue a été repoussée au fond de ma gorge. Je n'allais pas atteindre la surface. J'allais mourir. En m'affaiblissant, ma détermination disparaissait. Pourquoi lutter? La panique s'est évanouie. J'avais entendu dire qu'il était agréable de se noyer. J'ai arrêté d'essayer de nager vers la surface. L'eau était un berceau paisible. Je me laissais bercer jusqu'à m'endormir impuissant. Bonne nuit, maman. Maintenant, je me couche. J'étais prêt à rencontrer Dieu. Mon acceptation paisible de la mort a pris fin lorsqu'une poussée soudaine m'a projeté à la surface, tel un bouchon de champagne. Je n'allais pas mourir, je faisais du surplace en haletant de grandes goulées d'air. J'étais vivant. Tilburn a vécu une expérience similaire, déclarant J'avais mes bottes de mer et une ceinture très serrée. J'ai pagayé et utilisé mon couteau pour couper ma ceinture et mieux respirer. J'ai alors vu que le navire se retournait au-dessus de moi. Ce n'était pas une ombre, mais un grand mât qui tombait sur moi. Il m'a frappé derrière les jambes, et l'antenne radio s'est enroulée autour de mes jambes, commençant à m'entraîner vers le bas. Mon couteau en main, j'ai découpé mes bottes de mer, puis suis remonté à la surface. J'ai levé les yeux et j'ai vu le Hood avec sa proue en l'air. Puis il a coulé sous l'eau. au-dessus, le Sunderland volait toujours au-dessus de l'action. À ce moment, les navires allemands déclenchent un intense barrage de tirs anti-aériens. À bord du Bismarck, les réactions à la détonation à l'horizon étaient partagées. Wilhelm Wick, commandant d'une batterie avant de 20 mm tribord, a noté qu'aucun témoin de cette scène terrible ne pouvait rester indifférent. Certains étaient ravis de la victoire. Cependant, il a également noté que certains des marins à proximité avaient les larmes aux yeux lorsque le navire britannique a coulé. Il ressentait de l'empathie pour les marins tués lors de la brève tempête infernale déclenchée par les canons allemands devant eux. Le prince Eugen tire les salves 10 et 11 sur le Prince of Wales sans obtenir de coup au but. Le Prince of Wales a tiré sur le Bismarck avec ses 14e à 16e salves pendant cette période, mais tous les obus sont tombés avant d'atteindre la cible. Tout s'est passé si vite que le Bismarck a continué de tirer sur le Hood, même lorsqu'il sombrait, si bien que la 6e salve est tombée bien en avant de l'épave qui disparaissait rapidement. 06h01. Les derniers vestiges du Hood ont presque disparu, alors que le Prince of Wales se retrouve maintenant sur une trajectoire de collision avec l'épave. Le cuirassé effectue un virage d'urgence à tribord, pointant sa proue vers les Allemands et masquant à nouveau la tourelle arrière, bien qu'un des canons avant hors service se soit remis à fonctionner. À bord du Prince Eugen, le capitaine Brinkman voit le Prince of Wales s'approcher et ordonne de préparer les torpilles pour le lancement. Alors que la cible restante est presque à portée, le Bismarck change maintenant de cible et vise le Prince of Wales. Et comme il suivait de près la trajectoire du Hood, les corrections nécessaires à la solution de tir sont minimes. La salve 7 du Bismarck et les salves 12 et 13 du Prince Eugen sont tirées pour déterminer la distance.
Le Sunderland se retire alors. En raison du tir anti-aérien intense des deux navires allemands, le Prince of Wales est maintenant sous le feu des batteries principales et secondaires des deux bâtiments allemands. Ses propres salves 17 et 18 tombent court, ce qui n'est pas facilité par les manœuvres violentes qu'elle doit effectuer pour éviter ce qu'il reste du Hood. 06h02. Bismarck tire la salve 8 touchant le Prince of Wales sur la passerelle. Elle ne fait pas explosion, mais tue presque tous sur place, sauf le capitaine. Cela oblige le navire à cesser temporairement le feu alors qu'il vire à bâbord pour se désengager. Le Prinz Eugen tire la salve 14 mais rate sa cible. Juste quelques minutes trop tard. Le Norfolk ouvre le feu sur le Bismarck avec 3 salves de 8 pouces depuis 21 800 yards, mais toutes tombent court. Plus loin derrière, le Suffolk est toujours hors de portée. 06h03. Des incendies de pétrole marquent tout ce qui reste du Hood, tandis que le Prince de Galles vire de 160 degrés à bâbord et se cache derrière un écran de fumée pour tenter de se désengager. Avant que cela ne puisse être terminé, Bismarck tire la salve numéro 9 et réussit 2 coups au but. Un obus a touché l'eau avant le navire, son détonateur n'a pas explosé et il s'est immobilisé profondément à l'intérieur après être passé sous la ceinture blindée. L'autre obus touche le poste de contrôle de tir tribord de 525 pouces, le mettant hors service. Le Prince Eugène tire les salves 16 et 17, touchant enfin sous la ligne de flottaison à la poupe. La distance est si faible que même les canons anti-aériens bâbord tirent. Un signal d'alarme du Prince Eugène parvient soudain au Bismarck. Les hydrophones détectent une torpille entrante, confirmation apportée lorsque le capitaine Brinkman sort sur l'aile de la passerelle et voit les sillages. Ni le Sunderland ni le Prince de Galles ne transportaient de torpilles. Le seul navire qui aurait pu en être responsable, donc, était le Hood, qui a dû, vraisemblablement, les lancer soit en train de couler, soit juste avant. Le Bismarck vire immédiatement brusquement à tribord pour éviter un coup mortel venu de la tombe. Tandis que le Prince Eugen prend également des mesures d'évitement. Le Hood a donc peut-être, sans le vouloir, sauvé le Prince of Wales d'un sort similaire. Cette manœuvre d'évitement a offert au navire un répit pour achever l'écran de fumée en se retirant et en tirant sa 19e salve depuis la tourelle arrière, qui tombe trop court car le navire et la cible s'éloignent rapidement. En voyant cela, le Norfolk cesse le feu et le Suffolk reste en retrait. 06h, série 4. Le Bismarck a tiré une nouvelle salve, frappant le Prince of Wales. Il détruit la grue bâbord, plusieurs embarcations, perce la seconde cheminée et endommage l'hydravion Walrus resté sur le pont. Après sa manœuvre d'évitement, le Prince Eugen tire la salve 18 et touche 2 fois sa cible. L'un à la poupe, sous la ligne de flottaison, et l'autre près de la 13,3 cm, mais cet obus n'explose pas. Le Prince of Wales tire la 20e salve depuis la tourelle arrière, mais manque sa cible, tandis que le Norfolk et le Suffolk reprennent leur suivi. 06h05, les distances augmentent et le Bismarck. Les salves 11 et 19 du Prince Eugen n'ont aucun impact. Avec des tirs moins précis, leur manœuvre et l'évitement du Prince of Wales, les solutions de tir sont compromises. Le Prince of Wales tire sa 21e et dernière salve avec le seul canon opérationnel de la tourelle arrière, touchant près de la proue du Bismarck. Merci d'avoir regardé. 0606. Durant les minutes suivantes, Bismarck tire les salves 12 et 13 et Prince Eugen les salves 20 à 23 sans succès. Alors que les trajectoires du Prince of Wales se croisent plusieurs fois, l'amiral Lutyens ordonne ensuite aux 2 navires d'arrêter le feu. Le capitaine Lindemann n'est pas d'accord et veut poursuivre le Prince of Wales pour l'achever. Mais l'amiral Lutyen connaît ses ordres qui interdisent à ses unités tout engagement sauf s'il est nécessaire de couler des convois de navires marchands. Suivre le Prince of Wales vers le Royaume-Uni aurait pu plus exposer ses navires, et il craignait que la Royal Navy ne converge probablement vers la zone de combat. Et sur ce, la bataille du détroit du Danemark est terminée. L'ensemble de l'engagement, du premier obus tiré au dernier obus tombé, a duré environ un quart d'heure. Sur le Prince de Galles, l'équipage et les techniciens civils s'activent et réussissent à remettre en service tous les canons, sauf un avant le déjeuner.
Peu de temps après la fin du repli, le Suffolk tire 6 salves en direction du Bismarck, ayant confondu un contact radar avec un avion. Pour le Bismarck lui-même, il était en réalité bien hors de portée. Après la perte du Hood et du vice-amiral Holland, le commandement est passé au contre-amiral Wake Walker sur le Norfolk. Techniquement, dès que la batterie principale du Prince of Wales serait opérationnelle, il aurait de bonnes chances s'il avançait avec le soutien du Norfolk et du Suffolk pour appuyer le cuirassé. Mais il savait aussi que d'autres unités lourdes étaient disponibles, et rien n'assurait que les canons du Prince of Wales ne tomberaient pas encore en panne. Il a donc choisi de suivre les Allemands jusqu'à ce qu'au moins le King George V et le 5 Victorious puissent arriver. Le premier bon signe fut que, juste avant 08h00, le Suffolk signala que le Bismarck avait réduit sa vitesse et semblait être endommagé. L'inondation causée par le Prince of Wales faisait maintenant que l'extrémité de l'hélice tribord sortait de l'eau. Lindemann fit un contre-ballast à l'arrière pour rétablir l'assiette, puis envoya Davis à la proue pour connecter les réservoirs de carburant avant, 1000 tonnes, au reste du navire via des conduites d'urgence. Cependant, les deux tentatives échouent et Lindemann demande la permission de ralentir le Bismarck pour souder des plaques de l'intérieur sur les trous de la coque avant. Luthian refuse d'abord, mais finit par devoir accepter de ralentir le navire à 22 nœuds pour permettre quelques efforts de contrôle des avaries dans la salle des chaudières numéro 2 et la salle des chaudières auxiliaires afin d'arrêter l'augmentation de l'inondation. Mais cela a également échoué et la salle des chaudières numéro 2 a dû être arrêtée, réduisant la vitesse maximale à 28 nœuds. Notant la fuite de mazout, Lütjens demanda au prince Eugène de rester derrière pour vérifier la quantité de traces laissées. C'était une mauvaise nouvelle. La nappe d'huile, assez large pour recouvrir les deux côtés du sillage du navire, montrait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et dégageait une forte odeur. Cela a permis de révéler la position du Bismarck. Sans accès au réservoir de carburant avant et en tenant compte du carburant consommé depuis leur départ d'Allemagne, ils disposaient d'environ 3000 tonnes de carburant utilisable, ce qui n'était pas suffisant pour mener des opérations de raid efficaces. Désormais, une escadre britannique les poursuivait. Suivant chacun de leurs mouvements, Luthian a conclu qu'ils devaient abandonner la mission et se diriger vers un chantier naval pour des réparations. La confusion sur l'identification des navires ne se limitait pas au camp britannique. Le Bismarck quittant la zone, Luthian signala « croiseur de bataille, sans doute le Hood, coulé ». Un autre cuirassé, le King George V ou le Renown, s'est retiré, endommagé. 2 croiseurs lourds ont maintenu le contact. Peu de temps après, il a envoyé le rapport de dommages du navire et son nouveau plan d'action au quartier général. Comme le prince Eugène était indemne après la bataille, il devait poursuivre seul la mission de raid contre le commerce, tandis que le Bismarck rejoignait un port. Le problème auquel les Allemands étaient confrontés était de savoir vers quel port se diriger. Les ports norvégiens étaient géographiquement les plus proches. Mais cela voudrait dire devoir affronter à nouveau le Suffolk, le Norfolk et le Prince of Wales, avec le cuirassé derrière les 2 croiseurs. Il y avait aussi tous les autres éléments de la Home Fleet et de la Royal Air Force au-delà. Mais entre le Bismarck et la Norvège, Lütjens ne se sentait pas capable de faire confiance aux renseignements d'Allemagne, du moins jusqu'à ce que les Britanniques apparaissent à l'horizon ce matin-là. D'après ses meilleures informations, le Hood se trouvait quelque part en Afrique. Et il n'y avait eu aucune information concernant un cuirassé de la classe King George V dans les eaux britanniques. Les 2 séries d'informations étaient manifestement complètement fausses. Pourtant, le capitaine Lindemann pensait que Bergen restait peut-être la meilleure option, mais Lutien a choisi le port français de Saint-Nazaire. Bien que plus éloigné, les mers étaient plus ouvertes dans cette direction, offrant plus d'espace pour manœuvrer face aux poursuivants. Les U-Boots étaient rapidement déployables, laissant le cuirassé dans la zone des 2 navires Scharnhorst, formant un puissant groupe de combat une fois le Bismarck réparé. Surtout si le prince Eugen survivait à sa guerre de course. Le port français disposait aussi de cales sèches et d'infrastructures navales adaptées pour réparer un navire de cette taille. Surtout si leurs dégâts s'aggravaient ou s'ils subissaient des dégâts supplémentaires lors d'une bataille en chemin. En Allemagne, la nouvelle a suscité confusion et euphorie. La seconde réaction est simple. Le ministère de la propagande de Goebbels publie avec enthousiasme des rapports sur la destruction du Hood, tandis qu'au haut commandement allemand. Le bref message de Lütjens l'avait laissé s'interroger sur ses plans. Certains pensaient qu'il allait en France, d'autres qu'il ferait le plein sur un pétrolier, d'autres encore qu'il chercherait le combat. Soit des navires de guerre, soit des navires marchands sur sa route.
En coulisses, certains analystes du renseignement ont sans doute discrètement reçu des billets pour rejoindre les soldats préparant l'opération Barbarossa. Le haut commandement naval était partagé sur l'opportunité de donner des ordres clairs à l'outil, mais finalement, il a été décidé que l'amiral était probablement le mieux placé pour prendre des décisions, car il connaîtrait la situation bien mieux que quiconque resté au pays. Au Royaume-Uni, le public britannique a été choqué par la perte du Hood. Bien que le naufrage du navire lui-même ait été mal accueilli, cela pouvait être attendu lors d'une bataille contre un cuirassé tout neuf d'à peu près la même taille. Mais cela a été aggravé par la rapidité de la destruction. Le Hood sombrant après un combat acharné avec le Bismarck, c'était une chose. Exploser simplement, comme lors des pires horreurs du Jutland, sans se défendre, c'était tout autre. Cependant, au sein de la Royal Navy, l'effet de choc s'est dissipé assez rapidement et tout à coup, le Bismarck s'est retrouvé dans une situation similaire. Pour quelqu'un qui est entré dans un vieux pub, a bu quelques verres et vient de gagner une bagarre contre un habitué, puis regarde autour de lui et ne voit plus personne. Silence. Et pratiquement tout le monde dans le bâtiment, du vieux monsieur avec son chapeau et sa canne à la bande de jeunes à la grande table, se tourne lentement pour les regarder et commence à saisir l'objet le plus proche, qui n'était pas cloué au sol. La Royal Navy a ordonné à tous les navires de guerre de la région de se joindre à la poursuite du Bismarck et du prince Eugène. Les navires restants de la flotte de Tovey ainsi que les trois déjà à la poursuite du Bismarck étaient sur une trajectoire d'interception. L'Amirauté a aussi ordonné aux croiseurs légers, Manchester, Birmingham et Arethusa, de patrouiller dans le détroit du Danemark si l'Huygens revenait sur sa route. Le cuirassé Rodney escortait le Royal Mail Ship britannique au milieu de l'Atlantique, en route vers le chantier naval de Boston pour réparation. Mais il fit rapidement demi-tour et força ses moteurs vieillissants au-delà de leurs limites, traversant l'Atlantique bien plus vite que prévu, malgré des chaudières presque hors service et sur le point de céder. Deux vieux cuirassés de la classe Revenge, également utilisés pour l'escorte de convois, sont aussi entrés dans la mêlée. Le His Majesty's Ship Revenge part de Halifax, Canada, à toute vapeur, alors que le His Majesty's Ship Ramillies quittait le convoi Halifax, 127, le croiseur His Majesty's Ship Repulse, qui escortait aussi des convois, s'est joint à la recherche. Depuis Gibraltar arrivèrent le croiseur de bataille His Majesty's Ship Renown, le porte-avions Ark Royal et le reste de la force H, dont le croiseur His Majesty's Ship Sheffield. Au large de l'Afrique, le His Majesty's Ship Nelson, escortant un convoi, reçut l'ordre de rallier rapidement Gibraltar pour se ravitailler, puis de rejoindre l'opération. En tout, au moins 60 navires de guerre, incluant la moitié des navires capitaux actifs de la Royal Navy, se dirigeaient vers la dernière position connue du Bismarck. Ignorant du nid de frelons qu'il venait de réveiller, Lutyens essayait de faire détacher le prince Eugen sans alerter ses poursuivants. Bien que le temps se soit détérioré, la méthode traditionnelle consistant à naviguer dans une averse n'était pas aussi efficace lorsque l'ennemi disposait du radar, et la première tentative échoua. 1 heure et demie plus tard, une seconde tentative eut lieu, avec une diversion du Bismarck plus convaincante. Le Suffolk dut esquiver lorsque, faisant demi-tour, il fonça vers les navires britanniques. Le Prince of Wales et le Bismarck échangèrent une douzaine de salves sans aucun coup au but. Une fois que le cuirassé allemand eut repris sa route, le prince Eugène était introuvable. Exactement comme prévu, Les Britanniques furent rapidement confrontés à un autre problème. Bien que les tirs du Prince of Wales aient fait perdre de la vitesse au Bismarck, il pouvait encore atteindre environ 27 à 28 nœuds, ce qui signifiait que les seuls cuirassés restants capables de le rattraper étaient le His Majesty's Ship Renown et le Repulse, et personne n'était particulièrement enthousiaste à l'idée de les envoyer seuls après la perte du His Majesty's Ship Hood. À moins qu'un moyen ne soit trouvé pour ralentir le navire allemand, il atteindrait la couverture aérienne de la Luftwaffe, puis un port sûr avant qu'une force substantielle puisse être déployée. Par conséquent, le lendemain, Tovey détacha le His Majesty's Ship 5 Victorious du King George V afin de mener une attaque de bombardiers torpilleurs. Avec le porte-avions presque aussi neuf que le Prince of Wales et encore en phase de rodage, c'était tout ce qu'elle pouvait rassembler. À bord, 6 Fulmar et 9 Swordfish ont failli attaquer le His Majesty's Ship Norfolk et un cutter de la garde côtière américaine, étrangement présent au milieu de l'Atlantique. Cela a alerté le Bismarck de l'assaut aérien imminent. Le contre-amiral Curtis, commandant la deuxième escadre de croiseurs, a signalé le Victorious.
Alors que les avions britanniques approchaient, la batterie anti-aérienne du Bismarck a ouvert le feu, tandis que les batteries principales et secondaires recevaient l'ordre de tirer des obus explosifs dans la mer devant les Swordfish pour créer d'énormes gerbes d'eau, dans l'idée que cela briserait l'attaque, dévierait les torpilles ou, avec beaucoup de chance, détruirait un avion qui entrerait dans l'une de ces gerbes. Finalement, aucun Swordfish n'a été abattu et tous ont largué leurs torpilles avec succès. 8 des 9 ont soit manqué leur cible, soit ont été évités, et la dernière a touché au centre du navire, là où la ceinture blindée et les défenses contre les torpilles étaient les plus épaisses. Les dégâts causés par l'impact de la torpille en lui-même étaient minimes. Un mort et 5 blessés à cause de l'onde de choc, qui les a projetés contre les cloisons en acier, avec quelques dégâts mineurs sur les équipements électriques. Ironiquement, on pourrait dire que les 8 autres torpilles ont fait plus de dégâts que celle qui a touché. Comme dans les efforts pour les éviter, les changements constants et rapides de vitesse et de cap ont desserré le tapis temporaire qui bouchait le trou dans la coque avant, ce qui a laissé entrer plus d'eau et a forcé l'arrêt du côté bâbord. Salle des chaudières numéro 2 avec infiltration d'eau en plus. Cela a forcé le navire à ralentir à 16 nœuds pendant un certain temps jusqu'à ce que le tapis puisse être réparé, ce qui a permis d'augmenter à nouveau la vitesse, le navire avançant alors à 20 nœuds pour économiser le carburant et garantir leur arrivée sur la côte française. Leur travail a été brièvement interrompu par un nouvel échange de tirs entre le Bismarck et le Prince de Galles, toujours sans coup au but. Et une fois l'inondation maîtrisée, le navire a de nouveau été ralenti à 12 nœuds pour permettre une intervention manuelle. Des conduites de carburant étaient installées pour récupérer une partie du carburant resté dans les réservoirs avant, augmentant ainsi les réserves du navire pour les grandes vitesses et allégeant la proue de plusieurs centaines de tonnes, ce qui améliorait encore son profil et sa vitesse. La poursuite se dirigeant vers le sud à travers des mers fréquentées par des convois, il existait un risque réel de sous-marins allemands isolés. Les navires britanniques se mirent à zigzaguer par précaution. Cependant, avec des navires traînant à bâbord, le côté bâbord du zigzag les éloigne le plus du Bismarck, les plaçant juste hors de portée du radar. Aux premières heures du matin, Lutien attend son moment, puis vire brusquement à tribord vers l'ouest, poursuivant la manœuvre jusqu'à finir par tourner en cercle. Le Bismarck est désormais derrière les Britanniques. Ne trouvant plus le Bismarck et supposant qu'il avait simplement mis le cap à l'ouest, le Suffolk est parti dans cette direction, mais bien sûr, il ne trouve rien. À l'aube, le Norfolk et le Prince de Galles rejoignent la recherche. Mais ils regardent dans la mauvaise direction, car le Bismarck poursuit calmement sa route vers la France. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Royal Navy. De nombreux navires appelés étaient déjà engagés ailleurs et n'ont plus que peu de carburant. Assez pour se diriger vers un point de rendez-vous, mais pas assez pour ajouter des heures ou des jours de recherche à grande vitesse à leur tâche. Une série d'erreurs débute, les navires britanniques partent vers le sud et l'ouest, s'éloignant. Mais Lutien semble ignorer qu'il a enfin semé ses poursuivants et envoie une série de longs messages radio au quartier général du groupe naval Ouest à Paris, révélant sa position à tous. Les erreurs s'aggravent quand les coordonnées sont mal tracées sur le King George V, laissant croire que le Bismarck a fait demi-tour vers le détroit du Danemark, ce qui pousse la flotte nationale à s'y diriger. Après presque une demi-journée, quelqu'un se rend compte de l'erreur, mais à ce moment-là, le Bismarck a bien sûr changé de position. Donc, encore une fois, sa position est inconnue et le navire a maintenant une avance considérable sur les navires qui étaient auparavant presque à sa hauteur. Enfin, quelque chose commence à bien se passer pour les Britanniques lorsque leur décryptage des signaux ainsi que la résistance française. Les rapports signalent que la Luftwaffe déplace des unités pour soutenir le Bismarck. Ces rapports signalent que le navire se dirige vers le port de Brest, plus proche mais aussi plus vulnérable. En réponse, une escadrille d'hydravions Catalina basée en Irlande du Nord se dirige vers le sud pour couvrir les voies maritimes. Juste avant 10h30 le 26 mai, un Catalina, piloté par un aviateur de la marine américaine en prêt, repère d'abord une nappe de pétrole, puis le navire lui-même. C'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'à sa vitesse et sa trajectoire, le Bismarck atteindra la couverture aérienne avant que les unités de surface lourdes ne le rattrapent. Wilhelm Wieck en profite pour échanger avec des membres de l'équipage d'artillerie avant, qui évoquent les récents tirs de la batterie principale. Il y a parfois des interruptions dans la communication et les données qu'ils reçoivent des centres de conduite de tir du navire qui semblent coïncider avec les salves tirées par le navire.
Les membres d'équipage ignorent que c'est un effet secondaire de câbles de communication non protégés par un blindage épais. Ensuite, soumis au choc des tirs des canons de 15 pouces, tout comme le radar avant hors service, c'était Victorious. Le Prince de Galles, le Suffolk et le Repulse sont contraints de se retirer en raison d'un manque de carburant. Le Nelson, le Revenge et le Ramillies sont désormais trop éloignés. Cela laisse le King George V, le Rodney, le Renown et l'Ark Royal comme les seuls grands navires encore en jeu, l'Ark Royal étant le seul navire réellement capable d'infliger des dégâts à temps. Suite au rapport du Catalina, les Swordfish en patrouille de l'Ark Royal ont confirmé la position des Allemands à moins de 60 miles du porte-avions et sont revenus pour lancer une attaque immédiate. Pendant ce temps, l'amiral Somerville, commandant la force H, ordonne également au His Majesty's Ship Sheffield d'avancer pour suivre le cuirassé. Avec un temps de rotation remarquablement rapide, les Swordfish repartent, même si la météo n'est pas vraiment idéale pour les opérations aéronavales. Un pilote fait remarquer: Le vent soufflait en rafale sur le pont à plus de 50 nœuds, même si le navire avait réduit sa vitesse pour modérer le mouvement du pont. L'arrière du pont d'envol tanguait d'environ 15 mètres de haut en bas. Les vagues étaient si hautes que les 18 mètres entre la ligne de flottaison et le pont de l'Arc Royal ne suffisaient pas. L'eau passait parfois par-dessus la proue. Les ponts extérieurs du Renown étaient toujours submergés, rendant le Sheffield invisible à cause de l'écume et des embruns. Les avions, lorsque leur manette des gaz était ouverte, au lieu de s'élancer sur un pont plat, grimpaient un instant une pente glissante, puis plongeaient l'instant d'après en descente vers les énormes vagues devant et au-delà. Certains semblaient frôler le sommet des vagues en tombant de la proue, d'autres avaient le nez relevé lorsqu'ils se détachaient du pont. Grâce à l'habileté de nos pilotes, tous ont pu s'envoler en sécurité. N'ayant pas reçu les nouveaux ordres du Sheffield, il plonge pour attaquer le premier grand navire aperçu, qui se trouve être le Sheffield. Cela ne s'avère pas être entièrement une tragédie. Le Sheffield survit grâce au dysfonctionnement total des nouveaux détonateurs magnétiques de torpilles, et en même temps, cela montre que les armes sont incroyablement défectueuses. Une attaque contre le Bismarck par l'escadron aurait en réalité été pire qu'inutile, car il aurait fallu trop de temps aux pilotes pour arriver sur place. Revenir ensuite se réarmer pour attaquer avec des armes fonctionnelles avant qu'il ne soit trop tard. Avant la tombée de la nuit. Sheffield garde ses canonniers anti-aériens, tandis que le capitaine et l'équipage se contentent d'invectiver et de brandir le poing contre les aviateurs. Battant en retraite précipitamment et désormais pressé par le temps alors que la lumière du jour commence à décliner, Ark Royal se dépêche de réarmer ses avions avec des torpilles équipées de détonateurs à contact conventionnel. Et, à 19h10, la dernière chance d'arrêter le Bismarck prend son envol. Cette fois, il remarque le Sheffield, comme le note l'ami de Charles, observateur sur un Swordfish. Tony a dit « Où, je demande, est le Bismarck ?» Je ne sais pas, ai-je dit, mais je sais où est le Sheffield et je lui ai donné un cap. Nous avons rejoint le croiseur qui suivait la cible à travers les nuages. Nous avons volé devant lui et j'ai demandé « Où est la cible ?» Par Alderslamp, ours ennemi, 185 degrés à 10 miles, vint la réponse utile. Ainsi, en utilisant leur ancienne cible comme point de repère, et avec un croiseur indiquant utilement Bismarck par ici pour quiconque était intéressé, les avions sont partis dans la bonne direction. Le Sheffield manque de le payer cher en s'approchant trop près, et le Bismarck ouvre le feu sur le croiseur. En encadrant le navire avant que les Swordfish ne plongent, cela donne à l'équipage des préoccupations bien plus urgentes. 15 Swordfish attaquent en affrontant le feu antiaérien allemand. Malgré leurs avions endommagés et la plupart des équipages blessés, les Swordfish, très résistants, poursuivent leur progression. Terry Goddard pilote un autre des Swordfish. J'avais prévu 9 minutes pour atteindre le Bismarck, et juste avant ce délai, un vacarme assourdissant nous entoure. L'avion tremble comme si plusieurs trains express passaient à toute vitesse à côté. Nous avons cru que le Bismarck tirait sur nous. En réalité, elle avait ouvert le feu sur le Sheffield, mais nous l'avions trouvé alors, nous avons plongé. La glace se détachait des ailes, et je ne voyais absolument rien. L'altimètre tourne, tourne et tourne, et nous sortons des nuages à environ 600 pieds,
Et là, il y a le Bismarck sur notre tribord, la proue. C'était un monstre crachant du feu. Tout venait vers nous et elle était illuminée. Impressionnant. Ce navire était tout simplement magnifique. Elle ressemblait exactement à ce qu'un cuirassé devrait être, vous voyez? Effrayant, mais un superbe navire. Après le début de l'attaque, tout repose sur le pilote, l'observateur et le mitrailleur. On restait là à regarder, tout excité, sans réfléchir. Tu ne penses pas que tu vas être tué, tu penses que tu vas toucher cette cible, et c'est tout. Plus tu fais tourner l'appareil, plus ils ont de chances de t'atteindre. Alors on est juste allé tout droit, on est descendu aussi bas que possible et on a foncé tout droit. Le Bismarck était sur notre bâbord et il devenait de plus en plus grand. La défense contre avion explosait au-dessus de nos têtes, bien au-dessus de nous. Les tirs d'armes légères étaient pratiquement tout autour de nous et nous touchaient de temps en temps. Nous larguons la torpille et virons rapidement pour nous éloigner. En me retournant après le virage, j'aperçois une grande explosion noire et blanche sur le Bismarck, haute et large. C'est clairement une torpille qui a frappé. Aucun autre avion n'était proche, donc il ne fait aucun doute que c'était la torpille que nous venions de larguer. Je le dis à Stan, qui grogne occupé sur le pont. Je transmets au mitrailleur que nous avons marqué un coup au but. Millinet pensait aussi avoir vu quelque chose. Juste après l'attaque, les tirs se sont arrêtés. Nous étions hors de danger. Le dernier avion à arriver est celui où se trouve l'ami de Charles. Le Bismarck amorçait un lent virage à bâbord tandis que Tony nous faisait plonger légèrement. Il a visé et largué à environ 800 yards sur bâbord. Le Bismarck a viré brusquement alors que le navire explosait sous des tirs dirigés contre nous. Tandis que nous zigzaguions pour esquiver, j'ai vu une colonne d'eau s'élever au centre du navire. Sur le flanc, le mitrailleur Pimlo tirait avec sa Vickers sur les Allemands éloignés. D'immenses gerbes d'eau jaillissaient autour de nous. J'ai dit, vise les gerbes d'eau, ils vont surcorriger et nous rater. Merde pour ça, répondit Tony, puis il accéléra à 100 nœuds et nous étions vite hors de portée, sains et saufs. En retournant vers l'Arc Royal, nous avons survolé le Sheffield à basse altitude en lui adressant un pouce levé. Au débriefing, nous avons appris qu'un autre stringbag avait aussi perdu le contact dans les nuages. Notre sous-escadrille avait perdu le leader et celle menée par Tim Coode avec un autre appareil plus éloigné avait attaqué la première. Les deux autres de notre sous-escadrille ont attaqué, puis après un relèvement radar, ont tous été touchés par des éclats d'obus. Le reste a attaqué rapidement. Plusieurs appareils touchés par le Bismarck, mais seuls 2 membres d'équipage ont été grièvement blessés. Les équipages précédents avaient observé un autre impact sur l'arrière-tribord du Bismarck et ont remarqué qu'il virait à bâbord. L'impact central a causé peu de dégâts, mais celui à l'arrière a frappé la poupe côté bâbord. Les gouvernails, bloqués à 12 degrés bâbord après l'explosion, font tourner le navire en cercle. L'équipage travaille frénétiquement et parvient à remettre en marche le gouvernail tribord, mais le gouvernail bâbord refuse de bouger. Avec seulement 3 hélices, dont une centrale, la puissance de propulsion différentielle est insuffisante pour maintenir le navire sur sa trajectoire avec les seuls moteurs. On propose de faire sauter le gouvernail avec des explosifs, mais Lutien refuse, car cela risquerait d'ouvrir une brèche. Les dégâts causés par le choc de la torpille, et plus important encore, cela risquerait également d'endommager les hélices. Si cela arrivait, le navire serait complètement immobilisé. À la nuit tombée, le Bismarck tournait en cercle pendant que Lutien envoyait un dernier message. « Navire ingouvernable, nous combattrons jusqu'au dernier obus. Vive !» Le quartier général naval du Führer renvoie une série de messages. Mais il s'est avéré que la lecture de ces messages, qui louaient le sacrifice prochain, voué à l'échec mais valeureux de l'équipage, avait un effet quelque peu déprimant sur le moral. Le Bismarck a de nouveau tiré sur le Sheffield, qui s'est retiré, remplacé par 5 destroyers, auxquels on a ordonné de maintenir le contact à la place. Malgré cela, Lindemann refuse la reddition du Bismarck et ordonne d'informer le quartier général que ses armes et moteurs restent intacts. Bien que la direction soit inefficace, il affirme qu'il pourrait tenir jusqu'à l'arrivée de renforts, que ce soit des bombardiers de la Luftwaffe, des sous-marins ou même des remorqueurs. Pour remorquer le Bismarck vers un port atlantique français, le vice-amiral Karl Dönitz a ordonné à tous les sous-marins disponibles de converger pour le défendre. Mais aucun n'est assez proche pour atteindre le navire avant les Britanniques. Même si le U-556, sous le commandement du capitaine-lieutenant Jabert Wolfhard, croise l'Ark, le Royal et le Renown. N'ayant plus de torpilles et les navires avançant à grande vitesse,
Wolford resta dans une fureur impuissante en voyant des cibles de choix passer devant lui et disparaître rapidement. Bien qu'apparemment chargés de surveiller le cuirassé, les destroyers sont entraînés dans un engagement actif prolongé, avec divers navires de la flottille entrant et sortant de la portée des canons, tandis que les salves du Bismarck passent près mais ne touchent jamais leur cible. L'équipage resta donc au poste de combat toute la nuit, alors que des obus éclairants et des torpilles fusaient dans l'obscurité. Aucun coup au but n'a été signalé par l'équipage allemand, mais l'action constante les a épuisés. Pendant ce temps, l'Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Pierron, destroyer polonais de la flottille, défiait le cuirassé par des signaux lumineux. Je suis un Polonais face à eux avec ses feux de signalisation, tout en tirant avec tout ce qu'ils avaient, jusqu'à l'armement léger anti-aérien. Un officier du His Majesty's Ship Cossack craint que le navire polonais tente d'éperonner le cuirassé et observe. Pierron semblait agir de façon indépendante, et elle tirait avec des canons de 47 pouces et toutes les autres armes dont elle disposait, avançant et les faisant feu. Ils faisaient des folies et étaient prêts à se battre contre tous. Ces attaques ont également un effet secondaire utile. Elles épuisent les stocks de munitions du Bismarck. Comme les batteries principales et secondaires ont déjà été utilisées à plusieurs reprises pendant le voyage, la batterie secondaire en particulier commence à épuiser son stock d'obus au cours de l'engagement, certaines théories affirmant que quelques-unes des batteries secondaires du Bismarck seraient plus tard à court de munitions avant d'être détruites. À l'aube du 27 mai 1941, de plus en plus de navires britanniques commencèrent à apparaître à l'horizon. Le temps était couvert, avec de la pluie, des grains et un vent fort soufflant du nord-ouest. La houle était assez forte, et les navires britanniques l'observaient. Malgré un système de tir et une batterie principale opérationnelle, les manœuvres du Bismarck restaient largement infructueuses. Le vent fort repoussait le navire chaque fois qu'il tentait, apparemment avec ses hélices, de suivre une trajectoire. Cela dictait la tactique. Le Norfolk et le croiseur Dorsetshire manœuvraient pour prendre le cuirassé à revers. Pendant ce temps, le King George V et le Rodney reçurent l'ordre d'approcher rapidement leur cible. Tovey déclara que cela visait à offrir au Bismarck une cible réduite et à se rapprocher pour une meilleure portée lors de la phase principale de la bataille. Avec l'effet supplémentaire espéré de bouleverser les nerfs de l'équipage épuisé à la vue de deux cuirassés fonçant sur eux à pleine vitesse. L'équipage du Bismarck était resté éveillé toute la nuit à cause des destroyers, pendant que sur les cuirassés britanniques, leurs équipes d'artillerie étaient aussi restées en poste de combat presque toute la nuit. Alors que le navire navigue entre 7 et 10 nœuds, ses canons s'orientent, la dernière bataille du cuirassé de la Kriegsmarine Bismarck allait commencer. 07h08, le 27 mai 1941. L'amiral Tovey utilise des signaux lumineux pour transmettre ses instructions tactiques et ses intentions au capitaine Dalrymple Hamilton à bord du Rodney. Je change de cap pour rechercher l'ennemi. Gardez votre position à 1200 yards ou plus selon votre convenance et ajustez vos relèvements. Si la première disposition ne me convient pas, je romps l'engagement aussitôt. Êtes-vous prêt à combattre? Rodney acquiesce et fonce en avant, les ingénieurs demandant un dernier grand effort à leur moteur déjà à bout de souffle. 07h10, au haut commandement allemand, un message de l'amiral Lutien demande la récupération de ses sorciers par un sous-marin. Les tentatives antérieures de lancer un hydravion à radeau ont échoué à cause de dégâts sur une catapulte, endommagée quelques jours plus tôt dans le détroit du Danemark par un obus du Prince of Wales. Le sous-marin le plus proche est le U-5F6 qui reçoit l'ordre de faire un rendez-vous, mais ses réserves de carburant sont trop faibles. À la place, les U-47 sous le commandement du capitaine-lieutenant Heidel. Friedrich Kentrad reçoit l'ordre de procéder. 08h47, le His Majesty's Ship. Rodney ouvre le feu à une distance d'environ 22 milliards. Bien que plus ancien que le King George V, ses problèmes de canon de 16 pouces étaient désormais en grande partie résolus. Sa configuration de tourelle avant permet de pointer toute sa batterie à des angles plus fermés que le nouveau navire amiral de la Home Fleet.
Bien qu'en ce moment elle ne tire qu'avec les deux tourelles avant. Une minute plus tard, le King George V ouvre le feu avec ses propres tourelles avant. À 08h49, le Bismarck tire sa première salve en réponse contre le Rodney, en utilisant uniquement les tourelles avant Anton et Bruno, car Celsa et Dora ne pouvaient pas être orientées vers l'avant. Il était manifestement encore possible de manœuvrer, car le Bismarck commence à virer à tribord, vraisemblablement pour amener les tourelles arrière en action. Les Britanniques effectuent d'abord une légère manœuvre pour éviter l'arc de tir des tourelles arrière. La trajectoire du Bismarck vire à bâbord, tandis que le Rodney commence à manœuvrer pour dégager sa tourelle arrière C. Le King George V part de l'autre côté alors que les cuirassés britanniques se séparent. À 08h54, le His Majesty's Ship Norfolk rejoint l'action avec ses canons de 8 pouces, tandis que la deuxième salve du Bismarck encadre le His Majesty's Ship RODNUI. Des éclats et des dégâts dus au choc bloquent l'un des tubes lance-torpilles sous-marins du Rodney. Alors que les obus plongent, un jeune officier à bord du King George V observe la mer autour du Rodney exploser. Il est certain que l'autre cuirassé a été touché et qu'il est sûrement sur le point de partager le sort du Hood. La silhouette du cuirassé surgit parmi les geysers et éclats d'obus, ses canons tirant des salves de 406 mm en riposte au cuirassé allemand. À bord du Rodney, l'absence d'impact d'obus allemands est attribuée au capitaine du navire, qui est observé en train de faire de légères corrections de cap à chaque fois. Une salve tombe, souvent suivie par la prochaine salve allemande qui atterrit à peu près là où le navire se serait trouvé, si ce n'était pas pour cette légère modification de direction. 09h00. Le Bismarck ouvre le feu sur le King George V alors que la distance diminue. Les batteries secondaires des trois cuirassés commencent maintenant à entrer en action. Et à bord du Bismarck, plusieurs officiers s'occupent à essayer de déterminer quels obus arrivent et lesquels partent. L'air est tellement saturé d'artillerie qu'il devient en fait très facile de repérer les projectiles supersoniques. Merci d'avoir regardé. 0900-20912. Les rapports de cette période de 10 minutes sont confus sur l'ordre exact des événements car survivants et journaux de bord diffèrent légèrement. Mais ce qui est clair, c'est qu'en très peu de temps, le Bismarck encaisse une série de coups dévastateurs. Un obus de 406 mm tiré par le Rodney frappe la superstructure avant et explose, détruisant le poste principal de tir, plusieurs centaines d'hommes à la base de la tour du pont, ainsi que la passerelle. Presque tous ceux présents, dont l'amiral Lutyens et le capitaine Lindemann. Les éclats de cet impact sectionnent également la plupart des câbles de communication de conduite de tir, ne laissant que le poste de conduite de tir arrière, à l'autre extrémité du navire, comme le seul capable de diriger sérieusement les canons restants du navire. Et ce poste n'est capable de communiquer qu'avec les tourelles arrière. Un autre obus, provenant selon certains de la même salve ou tiré peu après, est suivi visuellement par l'équipage du His Majesty's Ship Rodney, jusqu'à la face avant de la tourelle Bruneux, où une lueur d'impact est visible. Peu après, une énorme explosion projette à grande vitesse la plaque de blindage arrière de la tourelle, pesant plusieurs centaines de tonnes, sur le côté droit. La force de l'explosion désactive apparemment aussi la tourelle Anton, qui de toute façon n'a désormais plus aucun moyen de recevoir des données de contrôle de tir provenant de l'extérieur de la tourelle. Au milieu de tout cela, le His Majesty's Ship Dorsetshire rejoint l'action et une tourelle secondaire de 59 pouces sur le Bismarck explose à la suite d'un impact d'origine inconnue. À 09h13, le quatrième officier d'artillerie, capitaine-lieutenant Milheim Rechberg, prend le contrôle de la batterie principale et dirige 4 salves des canons arrière contre le King George V. Mais alors qu'il croit avoir la bonne portée, un obus de 14 pouces tiré par sa cible détruit son poste. Un obus lourd a arraché tout l'ensemble du télémètre, ne laissant qu'un trou dans le toit de la coupole environ 1 mètre plus bas. Et l'équipage aurait également disparu. Les tourelles Tsa et Dora dirigent alors leur feu individuellement contre le His Majesty's Ship Rodney, qui commence à tirer des torpilles à l'aveuglette, tout en déchaînant tous les canons à bord ayant la portée nécessaire.
9h19, le Bismarck devient rapidement un bûcher funéraire en flammes, alors que des obus de 406 mm, 356 mm, 203 mm, 152 mm et 133 mm s'abattent sans relâche. Des incendies font rage partout, des jets de vapeur s'échappent des conduites rompues, et une épaisse fumée noire s'élève de nombreuses déchirures béantes dans le navire. 09h21. La tourelle d'Oura est désactivée après l'explosion prématurée d'un de ses obus dans le canon droit. Merci de regarder. 9h25. Le Bismarck commence à montrer une gîte prononcée sur bâbord, alors même qu'un obus de gros calibre arrache une grande partie de la superstructure restante. Le Rodney et le King George V encerclent maintenant leur proie de près, pendant que les officiers d'artillerie du Rodney observent. Des obus perforants de 16 pouces traversent le navire et finissent dans la mer. La tour de commandement est comme un gruyère. Comme la trajectoire aplatie des tirs à courte portée le signifie, de plus en plus d'obus détruisent les superstructures du Bismarck au lieu de toucher les flancs de la coque. Mais avec la gîte qui augmente, il est évident qu'il y a aussi eu des dégâts sous la ligne de flottaison. 09h27. La tourelle Anton reprend brièvement vie et tire une dernière salve. 09h30. Depuis le poste de tir du His Majesty's Ship Rodney, une série d'événements étranges est observée sur le Bismarck. Un homme se tenait sur la tourelle baie du Bismarck, agitant les bras en sémaphore. J'ai vu cela à travers mon hublot et je l'ai dit à l'officier d'artillerie, le commandant en second Crawford, et il a dit « Je ne veux pas entendre parler d'aucun signal maintenant ». Alors elle a hissé le drapeau noir en haut de la vergue, ce qui signifiait « Nous voulons parlementer avec vous ». Mais Crawford n'en voulait pas non plus. Elle a alors utilisé son sémaphore et ses lampes morses sur la vergue, 4 à la fois. Et il a dit « Je ne veux pas savoir, n'en signalez plus ». Et donc elle était dans le pétrin. Ensuite, nous avons vu cet homme faire des signaux au sémaphore à 2 bras. À ce moment, un obus de 406 mm a frappé la tourelle sous lui et il est resté figé. C'était triste, mais c'était elle ou nous. À ce moment-là, les couleurs du Bismarck flottent, tandis que certains de ses canons tirent encore. Certains ont peut-être tenté de se rendre de leur propre initiative. Étant situés dans les zones du navire les plus vulnérables et endommagées, avec une communication à bord très perturbée. Ils n'ont donc probablement aucune nouvelle des officiers supérieurs survivants. Merci de regarder. 0931, Tumsa tire sa dernière salve avant de recevoir plusieurs coups et d'être neutralisé. En dessous, une équipe de secours tente de libérer des marins piégés dans une soute à munitions. Mais quand de violents incendies risquent d'exploser, l'ordre est d'inonder la zone. Tous ceux qui s'y trouvent se noient, mais cela permet de gagner du temps pour le reste de l'équipage. Ce qui reste de la superstructure avant disparaît dans une colonne de feu qui s'élève alors que les flammes commencent à se propager. Un obus plonge dans cet enfer et quelques instants plus tard, on voit le mât principal s'effondrer dans la mer. 09h40. La batterie principale est silencieuse depuis un certain temps, mais quelques canons secondaires sont encore actifs. Von Mülheim-Rechberg appelle dans le navire pour savoir qui commande, mais ne reçoit que des réponses vagues. Et des hommes lui disent qu'ils évacuent leur poste et que le feu ou la fumée les submerge. Merci de regarder. À 9h45, le Bismarck n'est plus qu'une épave, mais personne ne baisse son pavillon, signal de reddition. En fait, à ce stade, flammes et débris sont si intenses qu'il est peu probable que quelqu'un y parvienne, même en le voulant. Il n'y a également aucun moyen envisageable pour les Britanniques de la capturer. Ils attendent les bombardiers de la Luftwaffe et pensent que des U-boots sont proches. Alors les navires britanniques continuent d'affluer. Tir de but. La distance est si courte que les obus laissent des ondes de choc sur l'eau en arrivant et frappent la coque du navire. La tourelle Anton est pulvérisée par un coup direct. L'officier d'artillerie du Rodney choisit de faire feu simultanément avec les 9 canons de 406 mm plutôt qu'en salve échelonnée. C'est une décision quelque peu risquée, car le choc pourrait endommager le navire au-delà des dégâts superficiels qu'ils se sont déjà infligés. Par exemple, il n'y a pas une seule assiette ou un miroir intact sur au moins 3 ponts en dessous des tourelles. De larges parties du pont principal, autrefois en bois, ne sont plus que débris et souvenirs. On voit que les 9 obus tirés touchent le Bismarck.
certains le traversant complètement et ricochant ensuite sur l'océan. Mais le navire allemand reste obstinément à flot. 9h52. Rodney tire une nouvelle salve complète, cette fois-ci en réussissant 6 coups au but. Des débris métalliques incandescents sont projetés dans les airs. 200 hommes piégés par des trappes déformées dans le compartiment de la cantine avant sont les victimes de l'un de ces obus, créant des montagnes de chair et d'os, selon un marin allemand qui tombe sur la scène. Plus tard, Rodney lance d'autres torpilles, et Dorsetshire s'approche pour en faire autant. Des tirs sporadiques de canons secondaires de 59 pouces proviennent toujours du navire allemand, mais restent désespérément imprécis. Rodney signale un impact, peut-être 2, avec ses torpilles. Si c'est le cas, il est désormais le seul cuirassé à avoir jamais réussi à torpiller un autre cuirassé au combat. 100 heures. Sur l'Arc Royal, une nouvelle vague de Swordfish avait été lancée pour assurer la destruction du Bismarck. Ils arrivent-ils maintenant sur les lieux pour faire leur rapport? Il ne pleuvait pas le matin du 27, mais le temps restait mauvais, et le navire tanguait encore, bien qu'il n'y ait plus autant d'eau sur la proue. L'atmosphère était bien plus détendue, presque insouciante, car nous avions tous survécu. Personne n'avait été abattu. Nous voulions vraiment y retourner. Je pense que nous voulions arriver là-bas avant la flotte nationale. Ensuite, nous avons été retardés d'environ 2 heures, en partie à cause du temps. En approchant du Bismarck, le temps s'est amélioré. Nous étions à 600 mètres d'altitude. Le Bismarck était encerclé de cuirassés, croiseurs et destroyers. Elle était impitoyablement pilonnée. Sa tourelle A avait disparu et les tourelles arrière tiraient encore. Elle avançait à environ 7 nœuds, si tant est que c'était le cas. La passerelle avait disparu, il ne restait qu'un grand trou, d'où sortait une épaisse fumée noire. Elle était en piteux état, et les tirs d'artillerie étaient incessants. Redoutant des avions ennemis, les artilleurs anti-aériens du roi George V tirent sur les Swordfish, mais Mademoiselle, espérant pouvoir contribuer à mettre le Bismarck hors d'état de nuire, les Swordfish tournent au-dessus, mais reçoivent l'ordre de rester à l'écart. Nous avons demandé la permission d'attaquer et on nous a répondu non, que nous ne pouvions pas attaquer, que nous devions rester à l'écart. Maintenant, pourquoi pensez-vous que c'était le cas? Impossible d'y échapper. La flotte, Aéron avec ses torpilles et Tovey avec ses canons, allait couler le Bismarck. Aucun avion ne le ferait. C'était vraiment irritant de patrouiller avec un tas de torpilles encore accrochées sans avoir l'autorisation d'attaquer. La raison donnée par la suite était qu'ils ne voulaient pas que nous soyons exposés aux tirs d'artillerie. Rien n'empêchait la flotte nationale de cesser le tir un instant pendant notre attaque. Ansel s'ordonna aux hommes sous le pont d'abandonner le navire et demanda aux équipes des machines d'ouvrir les portes étanches et de préparer les charges de sabordage. Le navire avait déjà été signalé en train de couler à cause d'une inondation progressive. Gerhard Dunark, chef mécanicien, indique avoir ordonné à ses hommes de poser les charges de démolition avec une mèche de 9 minutes. Le système d'interphone étant en panne, il a envoyé un messager pour confirmer l'ordre de saborder le navire. Le messager n'étant pas revenu, Dunark a déclenché les charges et ordonné l'abandon du navire. 10h15. Le Bismarck est une épave sans canon, tirant à l'avant et à l'arrière et s'enfonce de plus en plus à chaque instant. On pouvait voir des hommes sauter par-dessus bord, préférant la mort par noyade dans la mer déchaînée aux effets terrifiants des tirs d'artillerie continus. Certaines écoutilles du Bismarck sont si déformées que les hommes avec gilets de sauvetage ne peuvent pas passer. De nombreuses sorties sont signalées, bloquées par une masse d'hommes en lutte que les officiers ne pouvaient plus contrôler. Ceux qui sortent tentent de courir sur le pont et de sauter par-dessus bord. Aveuglés et étouffés par la fumée et les flammes, certains tombent plutôt à travers de grands trous d'obus dans l'enfer en dessous. Les plus malins attendent qu'il y ait une accalmie momentanée dans les tirs, puis tentent de rejoindre la mer. Le premier officier, Else, traverse le navire en courant et ordonne aux hommes d'abandonner leur poste. Après qu'il ait atteint le pont, une énorme explosion le tue ainsi qu'environ 100 hommes. Wilhelm Wieck parvient à l'arrière du navire, où le contrôle est meilleur, et entend l'ordre d'abandonner le navire. Il longe des fissures incandescentes dans le pont, semblant descendre sans fin. Il parvient à atteindre l'océan et nage désespérément au loin alors qu'il entend le sifflement de l'eau de mer qui se vaporise en vapeur. À chaque vague qui frappe les flancs du Bismarck, cela indique d'énormes incendies internes.
Compte tenu de ce qu'il a observé en parcourant toute la longueur du navire, il doute que quiconque ait pu survivre pour poser des charges de démolition dans les profondeurs du navire. Finalement, un à un, les navires britanniques commencent à cesser le feu. D'abord Rodney, puis Dorsetshire, et enfin, 6 minutes plus tard, King George V. 10h20. La pénurie de mazout dans les cuirassés britanniques est devenue aiguë. Ce n'est pas juste une question d'avoir assez de mazout pour le port. Les réservoirs de carburant peuvent aussi être endommagés par une explosion de bombes proches ou un impact de torpille. Exactement le genre de dégâts qui a envoyé Bismarck en France pour des réparations quelques jours plus tôt. C'est pourquoi une réserve est nécessaire. En se retirant, Tovey ordonne aux navires ayant encore des torpilles de les lancer sur Bismarck. L'officier mécanicien Junark et ses collègues disent avoir entendu des explosions, supposées être des charges de démolition. Elles explosent alors qu'ils remontent à travers les différents niveaux. Merci d'avoir regardé. 102,2 sans ordre d'abandonner le navire, mais constatant la perte du Bismarck. Von Münheim-Rechberg attendit la fin des tirs avant de mener son équipe sur le pont supérieur pour tenter de fuir. 1026, le Dorsetshire tire 2 torpilles d'un côté, faisant mouche avant de contourner pour lancer d'autres torpilles de l'autre côté du Bismarck. En 1039, la nouvelle salve de torpilles du Dorsetshire touche le Bismarck qui chavire et coule. Chavirage. Von Müllenheim-Rechberg ordonne à ses hommes de saluer les camarades tombés, puis de sauter à l'eau. Plus de 700 hommes sont dans l'eau, la plupart mourront. Les Swordfish de l'Arc Royal tournent en cercle, incapables de les aider. La proue du cuirassé allemand se dresse hors de l'océan et dans un sifflement de vapeur, le Bismarck disparaît sous les vagues pour la dernière fois. Dans la foulée, certains survivants qui voient le His Majesty's Ship Dorsetshire s'approcher pour secourir les rescapés croient qu'il est là pour achever tous ceux qui sont encore en vie. Otto Peters, membre de l'équipage, a été emporté du pont supérieur du Bismarck lors du naufrage du navire. Le pavillon de l'Union, donc un navire britannique. J'ai alors pensé, ils vont nous tuer dans l'eau. En m'approchant du navire, j'ai vu qu'ils avaient des cordes descendues et je me suis dit, maintenant, ils vont nous récupérer. Certains marins allemands, soit mal informés, soit endoctrinés à croire que l'ennemi les tuera plutôt que de leur porter secours, malheureusement. Éloignez-vous à la nage du Dorsetshire pendant qu'un officier se tire une balle avec un pistolet, rapporte l'un des hommes à bord du Dorsetshire. Le capitaine Martin se préoccupait d'abord de la sécurité de son navire. Et il y a eu un avertissement de la part de l'un des vigies sur la passerelle qui avait vu quelque chose, peut-être une preuve, une brume signalant un sous-marin dans la zone. Le capitaine s'est tourné vers moi et m'a ordonné d'aller voir le commandant sur le gaillard arrière pour lui dire de jeter tous les radeaux disponibles par-dessus bord. Il allait appareiller immédiatement pour dégager la zone. C'est ce qui s'est passé, même si nous avons pu récupérer les survivants. J'ai vu des passages dans des livres de bibliothèque où quelqu'un a souligné et écrit un commentaire disant « Nous avons laissé des survivants allemands dans l'eau, nous avons délibérément arrêté de les récupérer ». Le capitaine Martin ne pouvait pas se permettre de risquer son navire, et les Allemands comprenaient cela. Il y avait 750 hommes dans l'équipage même du capitaine Martin qui lui préoccupaient beaucoup.
Il est probable que ce qu'ils ont aperçu était le sous-marin U-74 arrivant pour récupérer les journaux de guerre de l'amiral Lutjens. Un guetteur à bord du Dorsetshire aperçut un signe de sa présence, ce qui allait malheureusement condamner de nombreux survivants à une mort lente dans les eaux glacées de l'Atlantique. D'autres sous-marins arrivant plus tard et cherchant des survivants ne trouveraient que des épaves et des cadavres. Parmi ceux qui furent sauvés par le Dorsetshire se trouvait le lieutenant von Mullenheim-Rechberg. Alors que le croiseur britannique était à l'arrêt, un de ses aspirants sauta à l'eau pour aider les Allemands blessés à monter à bord. Un autre officier raconte: le U-74 fit surface et repêcha 3 hommes du cuirassé, tandis que le navire météorologique Saxonwald sauva également 2 marins du Bismarck. Le destroyer His Majesty's Ship Maori en recueillit 25 de plus, et avec les 86 du Dorsetshire, cela faisait 116 hommes sur les 2365 membres d'équipage du Bismarck. Un survivant du Dorsetshire mourut de ses blessures et fut enterré en mer avec les honneurs, mais sous le pavillon de la marine allemande non nazie. Cependant, en mer, Wilhelm Wick devait encore endurer beaucoup de souffrances avant de pouvoir atteindre la sécurité. Un flot de souvenirs m'a envahi. Je me suis souvenu de mon enfance à Recklinghausen, ville minière de charbon en Nordrhein-Westfalen. J'ai pensé à mon cher père qui était mineur, ainsi qu'à ma mère, ma sœur et mes 3 frères. Quand la guerre a éclaté, j'ai été enrôlé dans la marine à Goldenhaven, où ma formation a commencé. En montant à bord du Bismarck, j'étais le dernier fils de la famille. L'un de mes frères est mort de maladie, un autre a perdu la vie dans la mine, et un autre encore a été tué lors de l'invasion de la Pologne. Un rhume m'a ramené à la réalité. J'étais là, au milieu de l'océan. J'ai ressenti soudainement le besoin de prier. Je ne voulais pas mourir. Submergé par la peur et endolori de partout, je me suis souvenu que ma grand-mère m'avait appris la prière du Seigneur. C'était la seule prière que je connaissais. Je l'ai répétée toute la nuit. Au fil des heures, ma peur s'est apaisée et le calme m'a envahi. Au lever du jour, j'étais épuisé. La mer s'est agitée et j'ai commencé à vomir. Puis submergé par la fatigue, j'ai commencé à le faire et j'ai fini par m'endormir. Une autre journée s'est écoulée lentement, alternant éveil et sommeil, puis la deuxième nuit est tombée. À ce moment, je souffrais d'une soif intense, mes membres engourdis par le froid et des crampes apparaissaient. Je pensais que la nuit ne finirait jamais. L'aube s'est enfin levée, annonçant un troisième jour. Je suis tombé dans un semi-coma, perdant toute notion du temps, et dans cet état, j'ai à peine perçu le bruit d'un moteur avant de perdre connaissance. Il a été retrouvé à 120 km du point où le Bismarck avait coulé. Au total, les 4 navires britanniques avaient tiré plus de 2800 obus sur le Bismarck et avaient obtenu plus de 400 coups au but. Junak, qui avait abandonné le navire au moment où il a chaviré, n'a observé aucun dégât sous-marin sur le côté tribord du navire. Von Mullenheim-Rechberg a rapporté la même chose, mais a supposé que le côté bâbord, qui était alors sous l'eau et qui avait été la cible de la majorité des tirs des cuirassés, avait été plus gravement endommagé. Au final, il est impossible de dire avec certitude quel a été le coup fatal porté au Bismarck. Mais il est clair que le navire coulait, bien que lentement, avant que l'ordre de sabordage ne soit donné ou que les dernières torpilles ne soient tirées. Les récits des survivants diffèrent également de manière significative selon l'endroit où ils se trouvaient dans le navire pendant la bataille.
Mais au final, le Bismarck était en train de couler. Au final, il est probablement sans importance de savoir exactement quelle charge d'explosif a provoqué son naufrage à 10h39 et non plus tôt ou plus tard. De retour au Royaume-Uni, les conséquences de la bataille furent très variées. L'amiral Tovey fit son rapport à l'amirauté. Le Bismarck s'était battu vaillamment contre des forces impossibles à vaincre, dignes de l'ancienne marine impériale allemande, et elle a coulé avec ses couleurs toujours hissées. Parallèlement, des démarches visaient à traduire en cour martiale Wake Walker et le capitaine John Leach du Prince of Wales, accusés de ne pas avoir continué le combat contre le Bismarck. Après que le Hood ait été coulé, l'amiral Tovey, horrifié, s'est disputé avec son supérieur, l'amiral Sir Dudley Pound, menaçant de démissionner de son poste de commandant de la Home Fleet et de comparaître à toute cour martiale en tant qu'ami de l'accusé et témoin de la défense. Sans surprise, cette proposition ne fut plus jamais mentionnée. Une commission d'enquête britannique a vite examiné la cause de l'explosion du Hood et rédigé un rapport. Le travail ayant été précipité, il a été noté que toutes les preuves n'avaient pas été recueillies. Ainsi, une seconde commission d'enquête a été convoquée, qui a également recherché des faiblesses similaires dans d'autres navires de ligne britanniques à la lumière des causes probables de l'explosion. Cette commission a confirmé la conclusion de la première enquête selon laquelle un obus de 15 pouces tiré par Bismarck avait provoqué l'explosion des soutes à munitions arrière du Hood. Cela a entraîné la modernisation de certains cuirassés, renforçant la protection des ponts, des soutes à munitions et d'autres améliorations. Mais la cause précise du naufrage du Hood reste à ce jour un sujet de vif débat. Grâce à sa performance contre le Bismarck, le His Majesty's Ship Rodney restera longtemps près de la flotte de métropole comme assurance contre le Tirpitz jusqu'à l'arrivée de plus de navires de la classe King George V. Et avec l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, elle pourrait être affectée à d'autres missions. En Allemagne, l'amiral Reda a officiellement annoncé la perte du Bismarck à Hitler début juin. Hitler a demandé pourquoi le Lutyens n'avait pas combattu au-delà du Prince of Wales avant de rentrer au port, comme après la bataille du détroit du Danemark. Même avec la perte du Bismarck, il affirmait que les Britanniques auraient perdu 2 navires capitaux. Rede a reconnu qu'avec du recul, battre le Prince of Wales aurait évidemment été une victoire plus importante. Cependant, Lutyens devait suivre ses ordres opérationnels tant que son navire le permettait. Cela signifiait tenter une opération contre la marine marchande si possible. Pour la Kriegsmarine, le naufrage du cuirassé Bismarck fut probablement le coup le plus dur de toute la guerre. Peu après l'opération Rheinübung, les Allemands cessèrent d'utiliser des navires de guerre lourds contre les convois de l'Atlantique, concentrant leurs efforts sur les U-boots. Les navires capitaux allemands furent alors stationnés en Norvège pour menacer les convois de l'Arctique. L'épave du Bismarck a été découverte en 1989 par le docteur Robert Ballard, qui avait auparavant retrouvé le Titanic. L'épave repose à la verticale, à près de 5 km sous la surface. Cette première exploration n'a révélé aucune pénétration sous-marine de la ceinture du navire, bien qu'une grande partie de cette zone soit enfouie sous la boue. 8 trous ont été découverts dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison, a noté Ballard. Il n'a trouvé aucune preuve d'implosion interne qui se produise lorsqu'une coque qui n'est pas complètement inondée coule. Bien que cela indique que les compartiments du Bismarck étaient inondés lors du naufrage, cela ne soutient directement ni la théorie du sabordage, ni celle du tir d'artillerie. Comme de nombreux trous dans le navire ont été plusieurs fois submergés avant qu'il ne coule, en plus des différents impacts de torpilles, une inondation aussi complète aurait pu provenir de l'une, de l'autre ou des deux sources. Toute la poupe s'est détachée à peu près à l'endroit où la torpille Swordfish a frappé, ce qui soulève des questions sur d'éventuelles défaillances structurelles, un problème récurrent dans les poupes de plusieurs grands navires de guerre allemands de la période de la Seconde Guerre mondiale. 3 expéditions ultérieures ont été menées, chacune arrivant à des conclusions différentes. Le fait qu'une bonne partie de la coque inférieure du Bismarck reste enfouie sous la boue n'aide pas vraiment les choses. Malgré leurs points de vue divergents, les différents experts impliqués s'accordent généralement à dire que le Bismarck aurait fini par sombrer. Et toute charge de sabordage n'a fait qu'accélérer l'inévitable. Cependant, la question de l'impact sur l'accélération suscite, bien sûr, 4 avis différents parmi les expéditions. Cependant, souligne Ballard, pour moi, les Britanniques ont coulé le navire, peu importe l'auteur du coup final.
Et cela conclut ce regard très approfondi sur le premier et dernier voyage du Bismarck. Restez à l'affût dans les semaines à venir pour d'autres émissions sur la conception et la construction du Bismarck, ainsi qu'une analyse approfondie des causes possibles du naufrage du Hood